Alors, le chiffrage des lettres. L'utilisation d'un code secret et d'une table de chiffrement, elle apparaît seulement dans la correspondance de 91-92. Donc, en haut, soit vous n'avez pas vu l'exposition, allez voir, vous avez ces vidéos qui expliquent bien, enfin un peu simplifié, mais enfin qui expliquent comment on procédait. À l'époque, c'est assez courant de chiffrer. Alors, le mot chiffre, c'est un terme générique qui utilise une façon de crypter. Mais ici, vous avez vu, Marie-Antoinette Fersen n'utilise pas de nombres, ils utilisent des lettres. Mais on emploie quand même, d'une façon générale, le mot chiffre. C'est un mot générique. Donc c'est assez courant à l'époque de chiffrer sa correspondance, et surtout dans le domaine militaire ou diplomatique. Il existe diverses façons de chiffrer. Or, il se trouve que celle qui est présentée ici, c'est-à-dire avec une table polyalphabétique, c'est pas la manière décrite par Madame Campan. Madame Campan, dans ses mémoires, si vous reprenez, elle va dire qu'elle a aidé Marie-Antoinette à chiffrer sa correspondance, etc., en se servant d'un livre et autres, et en utilisant des nombres, alors qu'ici, nous avons des lettres. Donc, c'est de type polyalphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va substituer une lettre, c'est-à-dire la lettre du texte d'origine, par une autre lettre, mais via une clé ou un mot-clé, si vous voulez. Donc la combinaison de la lettre du texte d'origine avec la lettre du mot-clé posé en dessous, en se servant de la table, va donner la lettre chiffrée qu'on mettra dans le texte. Vous comprenez? Bon, vous pouvez vous exercer à faire ça. Vous verrez qu'en ligne, je crois qu'il y a des explications quelque part où je pourrais vous les envoyer. Disons que c'est quand même une méthode un peu plus complexe que d'avoir la répétition d'une même substitution. Par exemple, dans ce qu'on appelle le grand chiffre diplomatique, vous aviez des mots ou des séries de mots qui étaient substitués toujours de la même façon. Par exemple, le mot roi, c'est 21, si on utilise des nombres, ou le mot affaire, c'est 47, ou l'Autriche, c'est 165. Donc chacun avait sa propre table. Mais évidemment, des mots courants, comme roi, reine, c'était toujours la même chose. Donc ça pouvait effectivement, le code peut être cassé facilement. Tandis qu'ici, eh bien, on n'a pas de possibilité d'avoir la même séquence de reproduction, de substitution des lettres, sauf hasard extraordinaire. Ce chiffre, moi je l'appelle le chiffre suédois, parce que d'abord, il n'est pas utilisé exclusivement par la Marie-Antoinette et Fersen. On sait qu'il est utilisé aussi par Bouillet, lors des lettres échangées avant la fuite du roi à Montmedy. On a d'ailleurs, les Archives nationales ont d'ailleurs acheté, il y a 3-4 ans, une lettre de Bouillet chiffrée avec ce même chiffre. Et d'autre part, j'ai consulté aux archives du Loiret, donc les papiers de la Haute Cour de justice, où se trouvent les papiers saisis sur, donc ça s'appelait les conjurés de Varennes, et parmi ces papiers se trouve un certain nombre d'exemples proposés pour chiffrer les lettres et avec des explications en français et en suédois. Donc je pense effectivement que ce chiffre provient des ministères des Affaires étrangères suédoises, mais d'ailleurs le comte de Mercier-Argenteau le connaissait et Fersen en avertit la reine dans sa correspondance. Alors c'est un peu long de chiffrer avec cette table. Vous voyez une page entière comme une petite page comme ceci. Moi je me suis exercée, essayer de chiffrer, déchiffrer. Ça prend quand même un certain temps et encore en étant dans des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire sur une table à plat, avec une bonne lumière. Or, Marie-Antoinette, elle chiffrait la nuit, dans la précipitation, à la lumière de la bougie. Donc, elle se trompe. Et en effet, la première lettre qu'elle envoie, qui est celle du 28 juin 1791, il y a un problème, elle a décalé, elle a répété la clé, je crois que c'est vertu, elle a mis ver, tutu ou ver, vertu, et donc ça décale et le correspondant ne le sait pas, il y a une syllabe qui a sauté. Et donc très rapidement, Marie-Antoinette et Fersen vont décider de ne chiffrer qu'une lettre sur deux. Or, à ce moment-là, eh bien, vous pourrez vous-même vous y exercer, puisque toutes les images sont en ligne. Eh bien, quand on le sait, on n'a même plus besoin de clés de déchiffrage. C'est un peu comme les mots croisés, si vous voulez. Vous avez une lettre sur deux, eh bien, on peut deviner le mot entier. Mais évidemment, il faut savoir que la méthode de chiffrage est faible. Et en reprenant systématiquement toutes les lettres chiffrées
qui pourtant avait été chiffré et déchiffré, qui avait été publié, eh bien, on s'est aperçu qu'on a trouvé un petit peu de texte non publié. Il n'avait pas été publié par ce fameux petit-neveu de Fersen, le baron von Clechovstrom. Et c'est naturellement des formules affectueuses qui se trouvaient au début et à la fin des lettres. Par exemple, la lettre du 29 juin 1791, dans sa version d'origine, « J'existe, que j'ai été bien inquiète de vous ». Dans sa version, on reprend la lettre chiffrée et on applique le code. « J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer que j'ai été bien inquiète de vous ». Donc vous voyez, dès l'origine, même dans des publications sérieuses, ont été supprimés des passages qui existaient, mais qui n'étaient pas accessibles à tout le monde puisque c'était chiffré, ou d'autres, eh bien, ces fameux passages caviardés que je vais vous présenter tout de suite. Alors, à l'écran, vous avez la table de chiffrement qui provient du château de Lofstad en Suède et une lettre, une lettre en partie chiffrée de Marie-Antoinette qui est exposée dans le parcours. Le début de la lettre est en clair et puis ensuite, elle continue en chiffres. Entre les deux textes, vous voyez, adieu, et puis un numéro qui intervient, je ne sais pas si on le voit bien, c'est là où elle indique le numéro du mot-clé que va utiliser son correspondant. Donc on ne sait pas exactement, on n'a pas encore déterminé exactement comment elle faisait. Soit ça renvoie un numéro de page, parce qu'à un moment dans leur correspondance, ils se disent non, il ne pourra pas déchiffrer parce qu'il n'a pas le bon livre. Or, les livres qui sont évoqués à l'époque, c'est soit Paul et Virginie, soit Grandeur et décadence des Romains. Si on utilise les documents qui se trouvent sur Gallica, qui ont été mis en OCR, c'est-à-dire en texte, eh bien, aucun de ces livres n'a tous les mots-clés utilisés par Marie-Antoinette Fersen. Il y en a environ une vingtaine. Donc, elle met son texte donc chiffré, et en dessous, vous voyez que la lettre Fersen l'a reçue. Donc, il a posé le mot-clé, une lettre sur deux. Voilà. Et vous n'avez pas la page suivante, mais qui est dans le parcours. Ensuite, Fersen va mettre le déchiffrage. Voilà, ici, c'est une capture d'écran de la vidéo que vous avez sur le chiffrage et le déchiffrage des lettres. Alors, les lettres caviardées. Ce qu'on appelle caviardage, il faut distinguer cette façon de masquer le texte d'un repentir d'écriture. Ce qu'on appelle un repentir d'écriture, vous écrivez votre lettre, vous apercevez que vous êtes trompé dans votre expression, vous rayez, vous reprenez. Ici, en fait, c'est un ensemble de boucles très serrées et soigneusement tracées qui sont posées sur une ligne d'écriture et qui sont aussi associées à des traits verticaux au-dessus et en dessous de la ligne pour imiter certaines lettres de l'alphabet, comme le P, le T, etc., pour empêcher de lire le texte sous-jacent. Donc vous en avez ici, je vous présente ici plusieurs exemples, vous en avez aussi dans le parcours de l'exposition. Et donc ce sont ces tracés qui ont suscité le projet REX, qui est un projet financé par la Fondation des sciences du patrimoine, et donc porté par les Archives nationales, le Centre de recherche sur les collections du Muséum d'histoire naturelle, l'Université de Cergy-Pontoise pour la première campagne et l'Université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines pour la deuxième campagne. On vous dira couramment que ce projet a duré 6 ans. En fait, vous savez, c'est un peu comme les campagnes archéologiques. Ça ne fonctionne que quelques mois et entre-temps, il faut monter le projet, les financements, trouver des chercheurs, etc. Donc, la première campagne a duré de novembre 2014 à novembre 2015 et la deuxième campagne de novembre 2018 à mars 2020. L'objet de la première campagne, c'était en fait de tester toutes les techniques disponibles pour voir celles qui fonctionneraient le mieux et donneraient les meilleurs résultats. Alors, il faut savoir qu'il n'y avait jamais eu auparavant, ça je ne dis pas simplement en France, en Europe, mais dans le monde entier, il n'y avait jamais eu aucune recherche de ce genre sur des papiers et des encres finalement relativement récents. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Au contraire, vous connaissez des recherches qui ont pu être faites sur des papyrus antiques, des papyrus égyptiens ou des papyrus médiévaux, et aussi sur des parchemins médiévaux. Donc les périodes plus anciennes ont beaucoup plus attiré ce genre de traitement que des périodes relativement récentes, comme celles où ont été écrites les lettres entre Fersen et Marie-Antoinette.
Alors, je vais vous lister rapidement les techniques utilisées. Vous verrez que dans l'ouvrage que nous avons publié conjointement chez Michel Lafon, c'est expliqué en détail. Mais disons que la plupart des techniques utilisées sont courantes plutôt dans le domaine de l'archéologie et beaucoup moins utilisées donc, dans le domaine de la codicologie et du papier moderne. L'une des premières techniques utilisées, c'est ce qu'on appelle la thermographie infrarouge. C'est obtenir l'image thermique d'un objet par l'analyse de son rayonnement infrarouge. Deuxième technique, la microtopographie à l'aide d'un microscope 3D numérique en partant du postulat que puisqu'il y a deux encres superposées, il y a peut-être des différences d'épaisseur. La troisième, c'est l'imagerie de transformation par réflectivité, RTI. La quatrième, l'imagerie hyperspectrale, qui combine l'imagerie et la spectroscopie de réflectance. Et enfin, la meilleure technique a été utilisée par la microfluorescence de rayons X. Alors là, je dis tout de suite que si vous connaissez les techniques de radiographie sous rayons X, par exemple, utilisées pour révéler les dessins sous les tableaux de Léonard de Vinci, ou plus récemment, j'ai vu que ça a été utilisé aussi pour les tableaux de Vermeer, eh bien, ça n'est pas du tout la même utilisation des rayons X, puisque ici, nous parlons de microfluorescence, c'est-à-dire qu'on envoie un microfaisceau. On est dans la gamme des nanomètres. Si vous voyez sur l'image du milieu, vous avez un minuscule petit point rouge qui apparaît sur une ligne de caviardage, on le voit à l'œil. Plus le faisceau est petit, plus on obtiendra un meilleur résultat. Ici, le faisceau est quand même extrêmement large. Et la caméra donc, balaye une ligne. Pour balayer avec un résultat optimal, cela peut prendre 20 heures pour une seule ligne. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est de bombarder, les rayons X vont bombarder en fait un atome. On est donc au niveau de l'atome et l'atome va émettre un rayonnement, ce qu'on appelle un spectre, caractéristique de sa composition. Donc c'est ainsi que vont se faire les analyses. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. On a très peu d'éléments permettant de faire des analyses physiques ou chimiques. Qu'est-ce qu'on a? On a un papier chiffon qui, même s'il est de très bonne qualité, est quand même artisanal, c'est-à-dire qu'il présente des irrégularités de surface. L'encre, ce n'est pas une encre de Chine qui a été utilisée simplement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle une encre métallogallique composée d'eau, de gomme arabique, d'un colorant qui vient de la noix de Galles et d'infimes traces d'éléments métalliques qui sont mêlés pour stabiliser la solution, qui peuvent être du fer, du cuivre ou du zinc. Donc c'est sur ces éléments métalliques que vont être basées les analyses. C'est-à-dire que le fer, le cuivre et le zinc ont une composition atomique différente. Et donc si, par exemple, l'encre d'origine est plus en fer et l'encre de recouvrement est plus en zinc, elles vont émettre tous les deux un rayonnement différent. Voilà. Donc, évidemment, plus les encres ont une composition différente, meilleur est le résultat. Et plus les encres sont proches, eh bien, plus le résultat est troublé. Mais pour faire cela, il a fallu acquérir un équipement qui n'existait pas en France. Il existait en Allemagne, au Royaume-Uni et pas en France. Et utiliser un laboratoire, puisque je vous rappelle qu'au début, on est qu'au Muséum d'histoire naturelle, et bien en fait, le matériel était installé à la Cité de la Musique. Vous ne savez peut-être pas que la Cité de la Musique a un laboratoire extrêmement perfectionné, alors plutôt pour les instruments de musique que pour les lettres de Marie-Antoinette, mais ils nous ont quand même ouvert leurs portes. Et puis, une autre difficulté que nous avons, c'est qu'en fait, nous avons simplement 4 lettres originales de Marie-Antoinette. Donc, les autres, ce sont des copies, mais des copies faites par Fersen. Parce que là, ça fait partie aussi des précautions diplomatiques de l'époque. On ne garde pas une lettre originale, parce qu'on pourrait reconnaître l'écriture. Donc, il reçoit la lettre, il la recopie et il détruit l'original. Donc, le risque, c'est qu'il est recopié et lui-même caviardé, donc que ce soit la même encre. Donc vous voyez qu'au départ, on n'était pas du tout certain
d'avoir des résultats. Et en effet, toute la première année s'est passée dans une espèce de chambre noire. Et je me souviens encore que nous étions au mois de novembre et que le chercheur Florian Kergoulet devait nous publier ses résultats de recherche. Et il nous dit attendez, donnez-moi une semaine de plus. On dit bon, d'accord, Florian, il n'est pas très organisé, il n'a pas fini son travail, etc. Et en fait, c'est parce qu'il était en train de trouver, précisément sur la lettre du 4 janvier 1792. Et il a trouvé que la technique qui pouvait être utilisée, c'est la technique de microfluorescence sous rayon X. Et donc la deuxième campagne, elle a consisté, j'allais dire, simplement à appliquer la technologie XRF à l'ensemble du corpus. Alors là, je dis simplement parce qu'en réalité, ce qu'on voit à l'écran, là, je vous ai fait une simulation sur la lettre du 4 janvier. À gauche, la partie caviardée et à droite, la partie révélée. Mais en réalité, ce que vous voyez sur les bandes blanches ont été rapportés sur le texte. Il a fallu des heures et des heures de post-traitement, sachant dans quelle direction on allait arriver, pour pouvoir révéler ce texte, parce que nous avions des données... Moi, je ne suis pas physicienne, mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce qu'ils obtiennent, ils bombardent, donc ils ont un rayonnement, ils ont un cube de données. Donc parfois, il y a trop d'informations, donc il faut effectivement arriver à dégraisser tout ça et arriver à avoir un résultat plan et point par point, c'est-à-dire micromillimètre par micromillimètre.